Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Lacan Web Télévision. Pascal Horry, vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En mars 2021, vous avez été élu à l'Académie française. Spécialiste d'histoire politique et culturelle, vous avez publié plus d'une 50aine d'ouvrages. Vous êtes également le fondateur de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. En mars 2022, vous avez publié aux éditions Bouquin « Ce côté obscur du peuple », un recueil passionnant sur la partie la plus politique de votre œuvre. Cet ouvrage reprend 4 de vos livres, Peuple souverain, 12 leçons sur le fascisme, Les collaborateurs, l'anarchisme de droite, et est accompagné de 6 textes plus récents et plus courts sur le bon usage des catastrophes. Ce recueil s'étend sur plus de 40 ans de travail et de recherche documentée et constitue, comme nous le verrons, une réelle boussole pour s'orienter dans le malaise actuel, où reviennent en force dans le discours et dans le paysage politique les termes, pour certains aux apparences floues, voire obscures, de populisme, fascisme, radicalité, dictature. Lacan affirmait que la psychanalyse y est pleinement concernée dans le malaise de la civilisation dont Freud a parlé. Il est donc d'autant plus précieux de s'attacher à lire et interpréter les formes politiques que ce malaise peut prendre. C'est ce que nous allons essayer de faire avec vous, Pascal Horry, lors de cet entretien. Vous commencez, au début de votre livre, vous commencez par cette phrase forte, le début du XXIe siècle est populiste. Qu'on puisse dire, c'est que l'actualité va dans ce sens. Les élections italiennes de ce week-end ont donné les résultats qu'on sait. Alors, on pourrait se demander, dans le fond, comment définir le populisme d'une façon simple, claire et percutante, et finalement, pourquoi ce populisme tient-il l'affiche? Avant de vous répondre, je voudrais vous remercier pour la présentation que, à titre personnel, j'ai trouvé remarquable. Oui, alors, le populisme a son apogée aujourd'hui, au moment où nous parlons, de dire lendemain des élections italiennes, en attendant d'autres, après les suédoises, etc. Un terme qui souvent est récusé comme flou, indéfinissable, voire à la limite mystificateur. Personnellement, je pense que c'est un terme pertinent. Le terme lui-même, c'est très important, ce qu'on dit, apparaît à la fin du XIXe siècle. On peut dire que ce qu'il recouvre a une origine plus ancienne, mais en tous les cas, la fin du XXe siècle, dans laquelle nous avons grandi, et le XXIe siècle, nous sommes là présentement, clairement sont des moments où ce terme rencontre un vrai succès public, et c'est pas par hasard, parce que je crois qu'il correspond à un moment d'équilibre qui, comme tout moment d'équilibre, est un moment de déséquilibre aussi, spécifique. Je pense d'ailleurs que l'une des explications de ce succès du mot et de la chose tient à l'effondrement du contre-modèle soviétique, c'est-à-dire que le XXe siècle a inventé 2 idéologies politiques, à mon avis pas une, pas 3, mais 2. Le léninisme, qu'on appelle parfois communisme, enfin, techniquement c'est plutôt du léninisme, et le fascisme. Et la grande confrontation de 1945 s'est terminée par la victoire, apparemment, du léninisme. En réalité, on peut dire que le fascisme a été délégitimé, en tous les cas comme formule, on le voit bien à l'occasion des élections italiennes, où on dit que cette personne, Madame Meloni, est une ancienne fasciste. Bon. Mais c'est une sorte de fantôme qu'on exhibe. En réalité, il y a quand même une expérience fasciste qui s'est construite, qui a été détruite, c'est vrai, par la contre-expérience léniniste. Mais au total, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'expérience léniniste s'est effondrée elle-même.
Et ça amène à s'interroger sur ce qu'au fond, la démocratie dont on va parler, le peuple souverain dont on va parler certainement, construit comme modèle. Voilà. Et bien entendu, il construit, il déconstruit, il détruit, il réhabilite des modèles. Et le populisme, c'est quand même une solution qui me paraît assez pertinente par rapport aux enjeux, alors, aux enjeux politiques, bien sûr, mais ce qu'on met dans enjeux politiques, ça recouvre en fait un peu d'économique, ou beaucoup d'économique, du culturel, du social, etc. Enfin, principalement de l'économique et du culturel, parce que pour moi, la dialectique, elle est là, entre l'économique et le culturel. Et si on accepte ma définition du populisme, qui serait la suivante, qui n'engage que moi, bien sûr, une seule personne, une droite radicale dans un style de gauche radicale, alors ça demande à être expliqué, il me semble que c'est une réponse pertinente face à l'effondrement de la formule fasciste, déjà ancien, à l'effondrement de la formule léniniste, 1989, 90, 91, la chute du mur, etc. Parce que, bien entendu, cette convergence apparente des extrêmes, enfin, quand je dis apparente, c'est parce que c'est paradoxal et en même temps c'est tellement évident, via la notion de radicalité, etc. Il est évident que la solution populiste peut être celle qui va occuper le terrain. Alors, qui va occuper le terrain, on pourrait dire, oui, en Occident, parce que l'Occident a connu l'expérience fasciste, l'expérience léniniste, d'une certaine façon. Non, dans le monde entier. Dans le monde entier, aujourd'hui, l'Inde, qui est, entre guillemets, la plus grande démocratie mondiale, au sens quantitatif du terme, est dirigée par un leader, M. Narendra Modi, que personnellement je classe parmi les populistes. Donc c'est une affaire qui ne se limite pas à la France, qui ne se limite pas à l'Europe, qui ne se limite pas à l'Occident, mais qui concerne le monde entier à l'heure actuelle. Et bien entendu, la fortune du terme, même si beaucoup le considèrent comme trop flou, moi pas, j'ai donné une définition, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, la fortune du terme, c'est la fortune de la formule. Et le résultat des élections italiennes, des élections suédoises, demain encore d'autres élections qu'on nous annonce, montre bien que, alors après on peut toujours discuter de la classification populiste ou pas de certaines de ces formations, mais ce qui se passe en ce moment a un fort parfum populiste pour moi. Et c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi c'est en plein 21e siècle, hein, on n'est pas en 1930, c'est d'actualité. Il y a un autre terme que vous amenez avec votre définition du populisme, vous venez encore de le reciter maintenant, c'est celui de radical, de radicalité. Comment la cerner? Alors, dans le livre que je vous en remercie, cité, là, ce côté obscur du peuple, j'ai repris un livre antérieur, qui est le premier qui génère un peu les autres, même si ce n'est pas le plus ancien, hein, c'est une reconstruction a posteriori, Peuple souverain. Et j'avais proposé un sous-titre à l'éditeur qui n'a pas accepté ce sous-titre. J'ai profité de l'occasion pour rétablir, j'allais dire, mon sous-titre. Donc, Peuple souverain, sous-titre, populisme, radicalité, catastrophe. Ça donnait d'ailleurs la structure du livre, hein, bon, voilà, qui était celle-là même dans la première édition. La radicalité, pour moi, permet d'éclairer la notion de populisme, pas seulement la notion de populisme, bien d'autres notions, mais c'est un ressort qui permet à ce moment-là de resituer le populisme dans une histoire beaucoup plus longue, qui remonte, alors, on va dire, à l'Antiquité. Limite, pourquoi s'arrêter même à l'Antiquité? En d'autres termes, vous avez en permanence, compte tenu de la culture politique de chaque période, la culture politique polythéiste, la culture politique chrétienne, etc., sont assez fondamentalement différentes et en même temps ont des structures génératrices, à mon avis, analogues en ce qui concerne le rapport au pouvoir, la légitimité du pouvoir, etc. Et à ce moment-là, vous avez en permanence cette voix VOIX, mais qui est aussi une voix VOIE, parce que ça devient une voix VOIE quand ça prend le pouvoir, et ça prend de temps à autre le pouvoir, qui affirme qu'il faut tout reprendre à la racine, hein, puisque la radicalité, c'est une affaire de racine. Alors la racine, il faudrait en parler longuement, je ne suis pas forcément le plus compétent pour en parler.
Les déracinés de Barrès, on voit bien quelle est la perspective de toute une droite nationaliste. D'ailleurs, actuellement, je pense qu'en Italie ou en Suède et demain ailleurs, on va reparler de Racine, d'enraciné, de déraciné, etc. Enfin, il y a tout un débat qui est né en France, hein, à la fin du XIXe siècle, sur l'enracinement et donc du coup sur le déracinement. Mais au-delà, je crois qu'il y a une logique radicale qui se pose comme affirmant un retour paradoxal, un retour à une forme de tradition. Il y a dans la radicalité, que ce soit avoué ou pas, quelque chose de traditionnaliste, un peu. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire, il y a eu distorsion, il y a eu oubli des fondamentaux, et nous, radicaux, nous revenons à ces fondamentaux, nous revenons à la racine. Hein. C'est à mon avis ça, toute l'ambiguïté d'ailleurs. Parce que les conservateurs peuvent parler de l'enracinement, mais les révolutionnaires radicaux peuvent dire, mais nous sommes les vrais porteurs de la tradition, et cette tradition a été oubliée par ceux qui sont au pouvoir, etc. Donc la radicalité, c'est un moteur de l'histoire récurrent, qui se trouve par exemple dans l'histoire médiévale, avec tous ces phénomènes qui ont été parfois qualifiés de sectaires, en tous les cas, qui se retrouvent au moment des crises religieuses médiévales. Et puis, vous avez des formes contemporaines de radicalité, de droite comme de gauche, et comme j'indiquais tout à l'heure dans ma définition, je répète, qui n'engage que moi, du populisme, il y a convergence entre les deux radicalités. Alors, ce côté obscur du peuple, est-ce que ce ne serait pas le nombre? Le nombre. Ah, oui. Lors de nos débats, Nick Riegel, par exemple, a fait remarquer dans cette salle-ci, je me rappelle, que Marine Le Pen, par exemple, pendant sa campagne, elle jouait du peuple contre l'état de droit, en évoquant d'éventuels plébiscites, ça c'est moi qui... référendum, etc. Le populiste, j'ai l'impression, il appelle au peuple, ça, mais en faisant fi, en piétinant l'état de droit, la Constitution, voire le savoir. Le populiste, par définition, appelle au peuple, avec un P majuscule, oui. Évidemment. Et c'est évidemment aussi un coup de génie politique, parce qu'il y a un génie du populisme, évidemment, puisque toute la modernité politique est fondée sur la souveraineté populaire. Quelque part entre les Pays-Bas du XVIe siècle, les États-Unis du XVIIIe, le XIXe et jusqu'à nos jours, la souveraineté populaire est posée comme le fondement de tous les systèmes politiques modernes. Entre parenthèses, ça veut dire qu'il peut y avoir quelques systèmes politiques dont nous sommes contemporains qui ne sont pas modernes. Je pense qu'il faudrait réfléchir sur cette particularité qu'est l'Arabie saoudite, par exemple, qui est clairement, par son simple nom, un État, oui, un État, mais qui ne se fonde pas sur la modernité d'une souveraineté populaire, puisque Saoud, c'est le fondateur d'une dynastie. Donc on est dans la perspective d'avant, les anciens régimes, l'Empire ottoman, les descendants d'Ottoman. Mais bien entendu, ce sont des exceptions qui confirment la règle, le peuple est souverain. À partir de ce moment-là, cet acquis va accaparer le peuple à son profit. Vous citiez à juste titre Marine Le Pen. Bon, il est évident que les leaders qui veulent prendre le pouvoir ne peuvent que se réclamer du peuple. C'est ce qu'il faut rappeler en ce qui concerne le fascisme, par exemple, qui est une forme, pour moi, extrémisée de populisme. Ben, il est évident que Mussolini devient fasciste, il vient de l'extrême gauche, voire de l'ultra-gauche, hein, il faut toujours le rappeler, quand il prend la tête d'un journal qui s'appelle Le Peuple d'Italie, Il Popolo d'Italia. Hitler a toujours à la bouche le terme de folk, qui n'est pas tout à fait synonyme d'un popolo italien, mais bon, clairement, la souveraineté qui légitime un pouvoir, éventuellement un pouvoir autoritaire, on y reviendra sans doute, éventuellement un pouvoir totalitaire, elle est dans le peuple. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections, vous ne pouvez pas vous présenter devant des caméras en disant « le peuple, je m'en fous ». C'est absolument suicidaire. Donc, la question, c'est de savoir ce qu'on met dans le peuple. Les bons, les mauvais, les méchants, les exclus, etc. Mais c'est toujours le peuple. Or, c'est pas si évident, ça c'est une affirmation théorique fondée sur une fiction utile. Moi, j'affirme que le peuple est une fiction utile. Mais bien entendu, on pourrait se dresser en disant, mais moi, j'ai pas du tout envie de vivre sous le règne du peuple, parce que pour tel et tel... Sauf que ça ne fonctionnera pas.
dans le fond, populisme sera un peu la tyrannie de la majorité, pour reprendre cette expression célébrissime de Tocqueville. Alors, tyrannie, certainement, parce que je vous remercie de prononcer le mot, dans la mesure où le modèle ancien de la démocratie autoritaire, on parlera peut-être de cette notion, qui pour moi n'est pas un oxymore de la démocratie autoritaire, c'est le tyran grec. Parce que quand on étudie vaguement, de plus en plus vaguement l'histoire grecque, on se dit oui, il y a des leaders politiques qui s'appelaient des tyrans, mais c'est extraordinairement fondateur et moderne qu'un tyran. Car le tyran, il se distingue du roi. Ça n'a rien à voir avec le roi. Et même, il se distingue bien sûr des leaders d'une démocratie rarissime comme la démocratie athénienne. Donc le tyran, c'est quelqu'un qui dit « Peuple, démos, je suis ta voix, je prends le pouvoir, je ne pense qu'à toi. Bien entendu, j'ai tous les pouvoirs, mais j'ai tous les pouvoirs grâce à toi. Et d'ailleurs, je te retourne ces pouvoirs en distribution diverses et variées de quelques privilèges. » Donc, ces tyrans grecs annoncent la démocratie autoritaire. Ça, c'est tout à fait clair. C'est moins la majorité que, à la limite, l'idée que, bien sûr, on peut prouver par la majorité. Tous ces leaders populistes qui gagnent des élections sont bien obligés de dire, ben oui, c'est la preuve que, bon. Et l'exemple italien est sur ce plan-là est évident. Madame Meloni a plus de voix que ses adversaires. Bon. Mais plus généralement, il y a l'idée qu'on passe de la quantité à la qualité. La qualité, c'est à la limite le leader. Hein. C'est le chef suprême, le duce. Quand même, la première théorie, on peut appeler ça une théorie du fascisme italien, elle est due à une femme, d'ailleurs, juive, c'est quand même important, Margherita Sarfatti, qui écrit un livre qui s'appelle Dux. Donc vous avez le duce qui est le dux. Et il n'est duce ou dux que parce que il cristallise une énergie populaire. Ça c'est tout à fait évident. Donc est-ce que c'est une affaire de pourcentage? Ça permet d'accéder au pouvoir. Ensuite, il n'est plus question de retourner devant les urnes en disant, écoutez, voilà, dans 5 ans, je vais remettre en jeu mon pouvoir. Non. Donc il y a du quantitatif, ça c'est clair, mais il y a aussi, franchement, du qualitatif. Ouais. Oui, dans votre recueil, donc, vous faites une disjonction fondamentale entre la démocratie et le libéralisme au sens des libertés. Ça me paraît vraiment très important, et surtout dans la période actuelle, on entend le cri comme ça du côté du manque de liberté. Selon vous, je vous cite, la démocratie n'est pas forcément synonyme de libéralisme. Autre citation, la stricte définition de la démocratie ne ménage aucun espace à la liberté. Vous affirmez aussi dans ce recueil que donc la tendance actuelle, vous en avez un peu parlé, elle est à la démocratie autoritaire, voire totalitaire. Alors, est-ce que vous pourriez du coup expliciter ces différents points? J'essaye d'aborder cette question redoutable de la souveraineté populaire avec une sorte de fausse naïveté, en disant, mais la souveraineté populaire proclame la démocratie, c'est-à-dire que le démos prend le pouvoir par des dispositifs variés, avec des représentants. Déjà être représentant, personnellement j'ai passé ma vie à travailler sur la notion de représentation, sur le plan culturel. Bon, oui, mais bien entendu, c'est une option que d'affirmer que cette démocratie sera libérale. Ça se voit d'ailleurs dans les déclarations solennelles des droits, ça c'est vrai, des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, déclarations qui sont d'abord américaines, il ne faut pas l'oublier, ensuite françaises, etc. Mais il n'empêche que dans la souveraineté populaire, prise de façon presque naïve au pied de la lettre, l'essentiel qui doit être préservé, c'est la souveraineté du peuple. Ce n'est pas la liberté des individus qui composeraient ce peuple. D'ailleurs, est-ce qu'un peuple est composé d'individus? Vaste problème. Donc, il n'y a aucune raison de penser ce que nous pensons majoritairement, bien entendu. Hein. Ceux qui nous écoutent en ce moment doivent, la plupart du temps, penser que démocratie égale démocratie libérale. Ce n'est qu'une option. Vous pouvez avoir des démocraties autoritaires. Et c'est pas moi qui suis en train de le dire pour jouer l'empêcheur de penser en rond. Non, c'est l'histoire. L'histoire qui vous montre que
Prenons un pays comme la France, qui est quand même assez bien loti sur ce plan-là, qu'il s'agisse du populisme avec Boulanger ou de la démocratie autoritaire. La démocratie autoritaire, c'est plus ancien même que le populisme au sens moderne, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est quelqu'un qui n'est pas empereur de France, mais empereur des Français, comme d'ailleurs le Louis XVI qui va être renversé en 1792 était déjà depuis un an roi des Français, ce qui est un bouleversement alors copernicien. C'est-à-dire, avant on est roi de France, après on est roi des Français. Bon, ça donnera entre autres le roi des Belges, etc. Bon, des légitimités, des légitimités populaires. Et Napoléon n'est pas empereur de France, il est empereur des Français. De temps à autre, il se ressource par des plébiscites. Le neveu Napoléon III utilisera à plusieurs reprises les plébiscites. Alors évidemment, des plébiscites avec 90-95% de voix. Mais c'est fondamental et c'est fondateur que cette idée que je ne peux exercer un pouvoir qui peut être absolu, en tous les cas très largement autoritaire, que parce que le peuple me le confie. Ce que même les historiens pointus, a fortiori les citoyens, ne voient pas, c'est que quand le futur Napoléon III prend le pouvoir, Victor Hugo, etc., le coup d'État, 1851, il rétablit le suffrage universel. C'est-à-dire, il n'y a rien de tel pour un futur dictateur que de rétablir le suffrage universel à son profit. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de subtilité. Donc, la démocratie autoritaire, ça existe. La deuxième question, c'est de savoir s'il existe une démocratie totalitaire. Alors, ça renvoie à l'ambiguïté, là aussi, du terme totalitaire. Il faut savoir que c'est un terme qui a été forgé par les adversaires de Mussolini. Donc, c'est un terme qui nous vient de l'Italie. Mussolini lui-même a parlé d'État totalitaire. Il n'a pas parlé tout à fait de totalitarisme, c'est pas très loin. Et ses adversaires ont repris la formule au bon. C'était des démocrates, des libéraux, etc., des sociaux-démocrates. C'était pas des communistes. En inventant la notion de totalitarisme, qui me paraît assez pertinente parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une différence entre, par exemple, la Chine populaire et la Russie de Poutine. Quand même. La Russie de Poutine, pour moi, alors certainement la Hongrie de Erdogan, de Orban ou la Turquie d'Erdogan, sont des régimes autoritaires. Pour qu'il y ait un régime totalitaire, il faut qu'il y ait une montée vers des sommets qui sont l'idée que on peut forger un homme nouveau, que l'État n'a pas simplement pour mission de faire respecter l'ordre, démocratie autoritaire, mais qui peut transformer de façon prométhéenne l'être humain du berceau au tombeau. L'Union soviétique, la Chine populaire, à mon avis l'Iran d'ailleurs, sur des bases différentes, correspondent assez bien à cette définition. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Shah a été renversé au nom du peuple iranien. Je m'étais plongé pour un livre antérieur, Qu'est-ce qu'une nation, dans le préambule de la constitution de la République islamique d'Iran. Bon, il faut le faire. Et c'est là qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir. Ça a été un peu dans la région, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, bon, droit d'une famille, tout ce que vous voulez. Là, vous avez le peuple iranien qui a renversé le despote qui était le Shah d'Iran et qui a mis à sa place une république après un référendum qui a donné quelque chose comme 95% de voix. Donc on est dans une logique très occidentale de souveraineté populaire, hein, mais pour instaurer un régime totalitaire. Avec un homme nouveau, un homme sans autre. Donc vous avez une remarque que j'avais bien aimée en disant, vous dites que c'est à sa division qu'on voit qu'un peuple est libre. Pour moi, oui, parce que on aime beaucoup la division. Le fantasme de l'unité, quand je dis fantasme, c'est péjoratif d'ailleurs, c'est un jugement de valeur, il faudrait que je retire ce mot. En tous les cas, cette idée d'unité est une idée que caressent les démocrates, mais ils ne se rendent pas compte qu'en la caressant, mon avis, voilà, ils s'engagent sur un terrain qui peut être récupéré par la démocratie autoritaire et la démocratie totalitaire. Parce que il faut entrer dans le système de ces régimes-là, bien entendu. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils se ressourcent dans le peuple. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont à l'écoute du peuple. Moyennant quoi, ils veulent une délégation de pouvoir permanente, etc. Souvent, on juge des, entre guillemets, dictatures après leur chute ou de l'extérieur. Donc, temporellement, après leur chute, géographiquement, de l'extérieur. Mais si on entre dans le système, bien entendu, ces régimes, si vous les expérimentez un peu, n'arrêtent pas de vous dire que vous êtes au pouvoir, vous, le peuple, que bien entendu, on est à votre écoute, que le chef, quand il y a un chef, généralement il y a un chef
plus ou moins charismatique, est l'expression du peuple. Hein. Oui, et dans votre livre, c'est une thèse fondamentale qui est au fond que le peuple, c'est indéfinissable, imprononçable, indéfinissable en tout cas. C'est très prononcé en politique, et c'est indéfinissable, bien entendu. C'est ce que j'appelais une fiction utile. C'est-à-dire qu'il faut bien que les systèmes politiques se fondent sur un récit, j'allais dire un conte, une fable. Alors, conte et fable, c'est pas tout à fait synonyme, enfin, on pourrait discuter. Et évidemment, ça marche ou ça marche pas. Parce que la question pour Louis XVI, par exemple, c'est qu'à un certain moment, la fable monarchique ne fonctionne plus. Donc c'est fascinant, mais ça a marché pendant des siècles. Ça a marché pendant des siècles. Donc, vous avez effectivement cette vraie révolution qui est de dire la souveraineté n'est plus au ciel, avec Dieu ou quelque part des puissances supraterrestres, elle est désormais dans le peuple. Ça n'empêche pas effectivement que ce peuple s'identifie à des leaders et voilà, c'est reparti. Alors peut-être pour, au fond, répondre un peu à cette question, et pour les spectateurs aussi de la Caen Web Télévision, sur pourquoi il y aurait une tendance à la démocratie autoritaire totalitaire. Si on part donc de ce principe qui est que le peuple est indéfinissable, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les discours actuels, est-ce qu'au fond, et cette mise en avant des identités, de l'individualisme au fond de masse, vous en parlez beaucoup, on sent qu'il y a de plus en plus, ce peuple en vient à se préciser, ou en tout cas, dans le discours politique, il y a quelque chose qui se veut de plus en plus avec l'identité, à essayer de définir au fond ce peuple. Vous parlez d'individualisme, comme je le disais, de la question de l'identité, de la montée aussi de la xénophobie aujourd'hui avec la figure du migrant. Est-ce que ça serait ces phénomènes-là qui poussent comme ça nos démocraties vers des démocraties autoritaires, voire totalitaires? Alors pour moi, la démocratie autoritaire n'appartient pas au passé, mais au présent, j'ai cité quelques noms, et possiblement, soyons prudents, à l'avenir. On reviendra peut-être sur les conditions, je dirais, tyrannogènes qui font que une crise écologique, une crise économique, une crise géopolitique génère un besoin d'autorité alors je suis pas en train de dire dans le peuple, mais dans une société. Parce que je crois aux sociétés, le peuple, bon, je considère que c'est une structure politique indispensable, mais en effet fiction utile. La société, j'y crois un peu plus. Mais une société de plus en plus constituée d'individus. Donc je vous remercie d'avoir déjà mentionné cette question. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'essaye de travailler un peu sur la notion d'individualisme de masse. Je pense qu'on ne peut pas nier que l'évolution des sociétés humaines qui part d'Occident, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que ça part pas de Chine, pas du Japon, pas d'Afrique subsaharienne, pas d'Amérique précolombienne, hein, mais d'Occident. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus pour une autre émission. Mais vous avez un mouvement que j'accepte d'appeler l'individualisme. L'individualisme, c'est pas l'individu. Mon hypothèse, c'est qu'il y a toujours eu des individus, c'est aussi un vaste problème. À l'époque de Cro-Magnon, je pense qu'il y a des individus. Bon. Simplement, nous avons une documentation, puis nous avons aussi des prérequis idéologiques qui font que on est holiste, on se dit, mon Dieu, tous ces gens-là, pour moi, il y a toujours eu des individus. En revanche, l'individualisme, ça, c'est récent. On va pas se chamailler, à quoi aiment bien s'exercer ce genre de chamaille les historiens, les sociologues, les anthropologues, les intellectuels. Il y a quelque chose qui se passe entre le christianisme primitif, le christianisme médiéval, la Renaissance, donc le protestantisme. Ça me paraît capital. On en parlera peut-être. Et donc une logique individualiste qui se met en place. Et actuellement, au moment où nous parlons, je pense qu'on est à un sommet d'individualisme. Je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas si ça va continuer, mais ça pourrait bien continuer. Enfin, regardons les débats aujourd'hui autour du genre, autour de l'identité menacée par des formes de violence. Tout ça, c'est pour moi fondamentalement l'éloge de l'individualisme. C'est-à-dire, je suis un individu, je me défends contre les agressions. Donc, on est au sommet de ça. Et en même temps, la société est de plus en plus massifiée. Elle est massifiée technologiquement, économiquement, culturellement. La résolution de ça s'appelle parfois la nation. J'ai consacré un livre antérieurement à Qu'est-ce qu'une nation pour dire, il faudrait peut-être réfléchir à ce simple constat. L'année de la pandémie, mondialisation, ça a été l'année du Brexit.
Donc on peut pas dire que le fait qu'on soit de plus en plus mondialisé signifie qu'on ne va pas être de plus en plus identifié. Donc je reviens à la question que vous posiez à l'instant sur l'identification. L'individualisme n'est pas contradictoire avec des formes d'identification. Et l'individualisme de masse, ça me paraît être une hypothèse, c'est pas qu'une formule comme ça, une hypothèse intéressante pour voir à la fois les contradictions, mais moi je suis moins sensible aux contradictions au dynamisme qui naît de ces contradictions. Et en effet, les sociétés politiques, économiques, culturelles modernes me paraissent animées par cette apparente contradiction qui est l'individualisme de masse. L'individualisme de masse, alors je retombe sur mes pieds, n'est pas contradictoire avec des formes de dictature, par exemple. Parce que, bien entendu, l'individu peut avoir besoin d'être protégé par une autorité suprême à partir du moment où un certain espace lui est concédé. Hein. Voyons maintenant un peu que ça soit la crise écologique. Ensuite, nous parlerons un peu de la Russie aussi et de la guerre. Donc, vous dites dans ce recueil que la crise écologique que nous vivons tend à une expansion de la démocratie autoritaire. Bon, pourriez-vous développer ? Le discours écologique d'aujourd'hui, pris dans l'hégémonie du populisme, n'en deviendrait-il pas autoritaire par la même occasion ? Et là, je m'explique, et je trouve que votre ouvrage, qui est un peu une trouvaille, pour moi, du coup, pose ces questions-là, c'est-à-dire les causes idéologiques, utopiques, culturelles et sociales, peuvent-elles se vivre en dehors du discours politique dominant ? Vaste question. En tous les cas, commençons par la prophétie. Pour moi, ce n'est pas un mot péjoratif. Il n'y a pas de jugement de valeur. J'essaye de limiter les jugements de valeur. On peut les interpréter tout de suite comme des jugements de valeur qui m'échappent. La prophétie écologiste, plus que écologique, me paraît prédominante à l'heure actuelle. Alors en Occident, c'est clair, mais sans doute au-delà. Je ne vois pas en quoi elle renforce l'idée d'une démocratie participative, que je n'ai pas évoquée jusque-là, qui a été portée par tout un courant, on va les qualifier de libertaire, ou même libertarien. Bon. Non. Si la prophétie écologiste est vérifiée, nous sommes dans une situation de catastrophe, ça rejoint les titres que j'ai proposés, qui peut entraîner une mobilisation autoritaire, voire, dans certaines conditions de température et de pression historique, totalitaire. S'il y a le feu au lac, très sincèrement, qu'est-ce qu'il reste à l'individu libertaire, hein ? En revanche, on peut lui dire, écoutez, voilà, puisque vous êtes un individualiste libertaire, vous avez conscience que vous risquez tout simplement de mourir, d'être l'extinction collective mais aussi individuelle, eh bien, ralliez-vous à un régime d'urgence. Qui va se justifier comme régime d'urgence, éventuellement? Les régimes d'urgence, c'est souvent le cas pour la fondation d'un certain nombre de dictatures. L'expérience dictatoriale française, la dernière, c'est celle de Vichy. C'est évidemment lié à une situation d'urgence qui s'appelait l'an 40, l'effondrement, l'occupation de la moitié du territoire, etc. Bon, à partir de ce moment-là, on improvise à partir d'un lexique qu'on a déjà à portée de la main, bien sûr, mais on crée une dictature. Donc, je ne vois pas pourquoi la vérification de la prophétie écologiste produirait autre chose que des démocraties autoritaires, voire totalitaires. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme voie, autre que cette dimension un peu autoritaire ? Mais je n'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que ça va dépendre d'abord des cultures politiques nationales. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'ai aussi écrit beaucoup sur la nation. Donc je pense que les réponses que nous donnons sont des réponses qui sont quand même très déterminées par l'héritage national. Qu'on l'admette ou pas, mais c'est ainsi. Vous avez évidemment des cultures qui sont en particulier des cultures protestantes qui ont enraciné anciennement un regard sur le peuple, qui est aussi le peuple de Dieu, enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et qui est souverain, mais pour des raisons qui tiennent à la théologie et non pas à la politique. Et à ce moment-là, pour répondre à votre question, devant une grande catastrophe écologique,
je pense que la réponse islandaise sera différente de la réponse coréenne du Nord, voilà, en fonction des histoires nationales. Il n'en reste pas moins que même dans le cas islandais, ça va se manifester, ça pourrait se manifester par un renforcement du pouvoir central, si fragile soit-il, mais à mon avis de moins en moins fragile, en fonction du rapport dialectique à l'urgence, bien entendu. En d'autres termes, ma préoccupation, c'est moins tant de défendre cette thèse-là que d'objecter à la thèse inverse, sans doute prédominante dans certains milieux écologistes, mais peu importe, qui est que la solution, ce sera la participation universelle, le colibri, etc. Bien entendu, c'est pas du tout exclusif. Mais je pense que fondamentalement, vous savez, l'histoire politique, c'est une histoire de course-poursuite entre des tendances, par exemple, d'intégration, des tendances de désintégration, sur tous les plans. Et là, il me semble clair qu'on est entré dans une ère qui nous annonce une fin du monde. Alors, chaque époque a eu sa fin du monde. Dans ma jeunesse lointaine, c'était la guerre nucléaire. Bon. J'avais même un film d'André Caillat, je me rappelle, qui raconte l'histoire d'adolescents français dans les années 50. Ça tourne mal, ça tourne au crime, etc. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont être bientôt vitrifiés par une guerre atomique. On est en pleine guerre froide, et donc il faut très vite gagner une île dans le Pacifique. Donc à chaque époque, son fantasme de fin du monde. Vérifié ou pas, peu importe. De toute façon, jusqu'à présent, la vérification ne s'est pas faite. Mais ce qui me paraît important, c'est pas qu'il y ait vérification, c'est qu'il y ait, en quelque sorte, conclusion politique. Ce qui m'intéresse dans tous les domaines, c'est la cristallisation politique. Vous partez du principe que la société A et la société B sont animées par tel ou tel mouvement. Bon, d'accord, j'enregistre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cristallisation politique. Pourquoi est-ce qu'on va voter pour une dictature ou pour une démocratie? Et il me semble que la solution autoritaire est une solution qui a toujours de l'avenir. Alors, évidemment, avec ce qui se passe en Italie, on voit très bien que, voilà, cette Madame Meloni n'est pas à l'heure actuelle une fasciste. C'est n'importe quoi de dire qu'elle est fasciste. En revanche, elle reçoit une sorte de blanc-seing de la part d'une partie significative du peuple, Popolo d'Italia, pour intervenir, par exemple, sur le plan de la migration. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, elle est légitimée par le fameux peuple. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, donc à la Russie, à la guerre. Donc, dans votre ouvrage, vous abordez abondamment l'histoire politique de la Russie et ses répercussions au fil du temps sur l'ordre politique mondial. Quelle analyse faites-vous, tant au niveau de sa cause et de ses conséquences de la guerre de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Occident? Alors, quand c'est déclenché il n'y a pas si longtemps, cette guerre d'Ukraine, j'avoue que j'ai été assez impressionné, mais par la vérification de ce que j'avais écrit sur La Nation, puisque quasiment la première phrase, en tous les cas justificative et justificatrice de l'offensive russe en Ukraine, était de dire qu'il n'y avait pas de nation ukrainienne. Alors c'était servi sur un plateau par rapport à ce que j'avais écrit sur l'Ukraine, entre autres dans mon livre. Ce que ne voulait pas voir l'impérialisme, puisque c'est une question d'impérialisme, l'impérialisme, et là il y a une tradition impériale, avant d'être impérialiste russe, c'est qu'il y avait effectivement une nation ukrainienne qui s'était forgée, comme bien d'autres nations, très progressivement. Vous savez, les Estoniens, ou Est, n'ont même reçu leur nom, n'ont accepté leur nom qu'en plein cœur du XIXe siècle. Donc vous avez des cristallisations qui sont très récentes. Les républiques d'Asie centrale, c'est tout à fait passionnant, ont été assez largement créées par l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui a dit qu'il y avait des Kirghizes là et des Kazakhs là. Pendant un certain temps, les deux termes se confondaient. Et puis peu à peu, le mouvement impérial soviétique, prenant la suite sans difficulté du mouvement impérial tsariste, a contribué à créer des identités, alors des identités dominées, ce qu'il faut dire fictives, en tous les cas instrumentalisées, kazakhs, kirghizes, etc. Et puis peu à peu, tout ça s'est installé.
Et avec la chute de l'empire, impérialisme de l'empire soviétique, eh bien, on a assisté à un enracinement de ces différentes nationalités. Bon, je conseillerais à ceux qui veulent voir ce que c'est qu'une nation en train de non plus naître, mais de s'instituer, d'aller en Asie centrale. Je suis personnellement allé en Ouzbékistan, c'était fascinant, parce que l'Ouzbékistan était en train de faire ce que la France du XIXe siècle avait fait, c'est-à-dire qu'elle a ses héros. Tamerlan sert à tout en Ouzbékistan. Il est Louis XIV, il est Napoléon, alors que Tamerlan a une réputation épouvantable en Mésopotamie, en Irak, etc. Bon, les villages, actuellement les villages ouzbeks, les villages ruraux, sont rasés pour être reconstruits en style ouzbek. Bon, voilà, donc on voit bien comment le système fonctionne. Et là, en plein XXIe siècle, comme il a fonctionné en plein XXe, comme il a fonctionné en plein XIXe. À partir de ce moment-là, M. Poutine est dans l'erreur. Je suis pas en train de dire qu'il est dans le crime, mais politiquement, il est dans l'erreur. Il affirme qu'il n'y a pas d'Ukrainiens. Alors, il y avait un certain nombre d'éléments qui prouvaient que l'Ukraine était en train de se constituer, mais enfin, ça remonte quand même au XIXe siècle. Et puis l'entre-deux-guerres, et puis l'indépendance. Mais alors là, l'échec. Moi, je ne suis pas en train de parler de crime, je maintiens. L'échec politique, c'est ça qui compte en politique. Rapport de force, échec, réussite, tout ça, l'histoire, surtout l'histoire politique, c'est une histoire expérimentale, quelque part. En ce sens, non pas qu'elle peut reproduire les conditions d'expérience, mais elle voit si l'expérience se prolonge. La Commune de Paris a duré 72 jours, l'Union soviétique 72 ans. Il y avait une petite différence qui permet de conclure un certain nombre de choses sur les deux expériences. Donc là, il a vérifié, M. Vladimir Poutine, qu'il y avait une nationalité ukrainienne. Il a contribué énormément à la cristalliser, alors qu'il y avait quand même, par définition, quand on voit la géopolitique ukrainienne, des tendances, qu'est-ce que c'est que ces uniates, etc. Vous savez, s'il y a des Ukrainiens et des Biélorusses, par exemple, est-ce qu'on s'est posé la question? S'il y a des Biélorusses, c'est parce qu'il y avait des Russes qui, pour échapper à ce qu'on appelait le joug tatar au Moyen-Âge, vous savez, le début du film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, la Russie sous le joug tatar, ont choisi la protection lituanienne. Ça a donné les Biélorusses. Puis ceux qui ont choisi la protection polonaise, ça a donné les Ukrainiens. Donc il est évident que le problème des Ukrainiens, comme d'ailleurs des Biélorusses, c'est de s'émanciper ou pas, d'ailleurs, par rapport à leurs protecteurs. Quand M. Poutine attaque l'Ukraine, il doit sans doute vaguement penser qu'on en est encore là. Par ailleurs, il pense que les Ukrainiens sont des néo-nazis. Enfin bon, vraiment erreur géopolitique intégrale. Eh bien, il a aujourd'hui la monnaie de sa pièce, quoi. Hein, c'est-à-dire que il a l'OTAN à ses frontières, la Finlande et la Suède qui basculent de la neutralité ou de la finlandisation à l'otanisation. Donc, c'est un échec intégral en termes géopolitiques. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'il y a une tradition autoritaire en Russie. Parce que Lénine, il y a une pièce de théâtre d'ailleurs d'entre-guerres qui s'appelait Tsar Lénine. Lénine, c'est une manière de reconfigurer l'autorité dans une direction évidemment directement issue et en même temps complètement différente de celle du tsar. Mais enfin, c'est quand même la restauration d'un régime autoritaire. Je suis quand même très frappé de ce que, pour l'instant, vous avez eu deux grandes expériences qu'on peut qualifier de libérales. Enfin, on peut discuter, mais c'est libéral. La première était un peu social-démocrate dans l'histoire russe, qui ont été des échecs et qui actuellement sont considérés avec beaucoup de désapprobation par une bonne partie de la population russe, à savoir Kerensky et Gorbatchev. Donc voilà, donc sur ce plan-là, Vladimir Poutine est dans une grande... Sioran d'ailleurs résume l'histoire russe, 1000 ans d'autocratie. Voilà. C'est très percutant. Poutine, dans le fond, il s'illustre l'opposition que vous faites dans votre livre entre l'idéologie, qui est un discours, et la politique, qui est un rapport de force. Exactement. Dans le fond, Poutine est porté par l'idéologie impériale, impérialiste. Dans le fond, en Russie, l'impérialisme est beaucoup plus fort que l'empire. L'empire russe est toujours quelque chose de flou, alors que l'impérialisme est une idée vivace, qui d'ailleurs s'est même fait appeler slavophilisme pendant un temps. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui s'oppose actuellement, c'est l'idéologie impérialiste russe qui remonte à la nuit des temps, au moins Ivan Terrible, qui semble être leur saint patron, et la politique qui est un rapport de force où là, Poutine, espérons-le, sera ramené
Oui. Alors, ce qui est intéressant, Sur ses c'est que, pieds. comme on parle de rapport de force, Ouais. quand il se transpose au niveau géopolitique, vous avez des puissances qui peuvent jouer un rôle important, à commencer par la Chine. Quelle sera la politique de la Chine dans les prochaines décennies face à ce grand espace sibérien? Voilà. Mais pendant ce temps-là, revenons au peuple souverain, vous avez je n'oserais même pas dire petits, enfin, vous avez les peuples souverains qui s'activent. Et clairement, par exemple, les Kazakhs, qui, comme les Lettons, étaient des peuples non russes, mais qui avaient une forte minorité russe sur laquelle M. Poutine, ou même d'ailleurs ses prédécesseurs, pensaient pouvoir jouer, sont en train de dire, mais écoutez, non, nous ne sommes absolument pas russes, pas question que vous veniez vous ingérer dans nos affaires. Et alors, si on micro-analyse, prenez par exemple l'Arménie, pour des raisons diverses et variées, pourrait penser qu'elle sera protégée par la Russie, et en même temps, face à la menace turque, bon, traduisez azéri, ça revient au même, localement, les Arméniens se disent peut-être que les États-Unis pourraient être de meilleurs protecteurs. Enfin, pour un nationaliste russe comme Poutine, pour l'instant, ça se présente très mal. Ça se présente très mal. Dans le triomphe de la religion, Lacan évoque, je le cite, que la religion est increvable et qu'elle est faite pour guérir les hommes, c'est-à-dire pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de ce qui ne va pas. Vous affirmez que, dans votre ouvrage, que nous assistons à un retour au religieux et non du religieux. Pouvez-vous revenir sur cette distinction ? J'ai constaté, il y a déjà longtemps, qu'il y avait une ambiguïté sur le retour du religieux, le retour au religieux, qu'on passait de l'un à l'autre, qu'on confondait l'un et l'autre, qu'on choisissait l'un des deux, mais sans expliquer pourquoi on ne choisissait pas l'autre. Donc je me suis posé la question en disant, avant tout, qu'est-ce que je dois dire, moi? Retour du religieux ou au religieux? Je pense que fondamentalement, le religieux n'a jamais été absent. Alors, je rappelle que religio, contrairement à ce que veulent penser ceux que ça arrange, et d'ailleurs je le dis sans acrimonie non plus, c'est pas ce qui relie, hein. C'est la relecture des rites. Pour moi, le religieux, fondamentalement, c'est le rite. C'est le rite, c'est le rituel, c'est le symbolique évidemment, mais c'est le fait qu'on va se saisir du symbolique à l'intérieur d'un dispositif qui peut déjà être simplement gestuel, vocal, etc. Et on voit bien que dans les sociétés anciennes, à chaque peuple, sa religion. C'est-à-dire à chaque peuple, son système de rite. J'avais beaucoup appris en écoutant les cours au Collège de France de John Shade, grand spécialiste de la religion romaine. On dit que la religion romaine, franchement, ça va être assez ennuyeux. Et il convainquait facilement son auditoire que c'était quand même fondamental, d'ailleurs que le christianisme se comprenait par son opposition radicale à cette religion-là, à ces rites-là et à cette conception civique du rite. Enfin, donc à chaque peuple, petit p, les peuples d'avant la démocratie, donc d'avant le grand peuple avec un P majuscule, sa religion. Et puis il y a l'hypothèse universaliste de la religion chrétienne, qui est une vraie révolution. La grande révolution culturelle de l'humanité, c'est sans doute le christianisme, qui va nous donner l'islam, etc., qui va nous donner le marxisme. Mais ce n'est jamais, bien entendu, qu'une révolution, c'est-à-dire un renversement de paramètres. Ça ne veut pas dire que le christianisme a plus raison, plus tort que le polythéisme, mais c'est comme ça. Et évidemment, je suis arrivé à la conclusion que les sociétés dites sécularisées, en réalité, récupéraient du religieux sous une forme ou sous une autre. Et je suis entièrement d'accord avec les deux phrases de Lacan que vous avez citées. Donc, tout ça résiste aux formes d'athéisation ou de sécularisation intégrale qu'on a connues ici et là. Je me rappelle avoir fait un voyage en Albanie au début des années 70. Je n'étais pas sympathisant du régime, mais je voulais l'observer. Il y avait une fenêtre qui s'ouvrait. Et on me disait bien, vous savez, l'Albanie, c'est le premier peuple qui vient de proclamer qu'il est à 100% athée.
Bon, j'enregistrais. Il a cru un talent en Albanie aussi. Ça fort étonné, ça. Ah, d'accord. Et donc, bien sûr que non. Bien sûr que non. Les dieux ressurgissent sous diverses formes. Mais les dieux, hein, pas forcément le dieu, mais le dieu, c'est une hypothèse parmi d'autres, une option par rapport au dieu au pluriel. Et donc, le religieux est toujours là. En revanche, pourquoi est-ce qu'il est une ressource? Je tiens beaucoup au mot ressource. Je pense que face à une crise, alors qu'est-ce que c'est qu'une crise en plus? C'est quand même une métaphore médicale, faut pas l'oublier, une crise, hein, mais en dernière analyse. Mais une crise économique, culturelle, politique, géopolitique, il y a des ressources. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la ressource. En d'autres termes, je suis pas tellement intéressé par le fait que l'Allemagne des années 30 avait telle ou telle difficulté à surmonter qu'elle ne surmontait pas, ça s'appelait la République de Weimar. Mais pourquoi est-ce qu'elle choisit Hitler? Hein, voilà. C'est ça la ressource. Et pourquoi c'est une ressource? Pourquoi c'est une solution? Pour beaucoup d'Allemands, et que, effectivement, énergie ou pas, c'est l'énergie est du côté d'Hitler, pas du côté du Parti communiste qui passe son temps à se chamailler, voire à s'entretuer avec le Parti socialiste, le SPD. Bon. Donc, ce qui compte, c'est la ressource. La religion est une ressource, évidemment. C'est une ressource éminente aujourd'hui. Et l'évangélisme et le populisme se croisent dans cette ressource qui joue sur l'émotionnel, donc sur l'individualisme, mais récupéré dans un discours collectif. Enfin bon, on voit bien à quel point c'est tout à fait tendance, dirait-on, aujourd'hui. Par ailleurs, on peut penser que plus une société choisit l'individualisme, plus il y a évidemment une possibilité de ressources collectives qui s'appellerait la religion, ce qui n'empêche pas d'ailleurs cette religion d'avoir des dimensions individualistes, mais par définition, c'est une option collective, la religion. Pour moi. Hein. Jacques-Alain Miller avait écrit un texte qui s'appelait « Vers l'adolescence » et qui expliquait comment aujourd'hui, pour reprendre ce terme de ressources, on pourrait dire aussi de repères, que effectivement l'islam, pour bon nombre d'ados, aujourd'hui pouvait faire office comme ça de ressources. Ça pouvait donner du sens dans l'existence. Et on voit au fond, et nous on peut être que très sensible à ça au niveau des psychanalystes, c'est la question de la solution. Bon, ressources, solutions. En même temps, il y a des solutions quand même qui... Bon, il y a certaines qui envoient, vous parliez d'Hitler, plutôt du côté du pire. Et dans ce texte, Jacques-Alain Miller pointait, d'ailleurs vous aussi vous en parlez, c'est-à-dire une forme de, vis-à-vis de l'islam, il y a une solution qui est du côté du pire, qui est quand même le radicalisme islamique, le terrorisme, le djihad. Bon, et vous en parlez longuement, qu'aujourd'hui, au niveau du religieux, je vous ai bien lu, le radicalisme se situerait du côté de l'islam. Est-ce que ça, vous pouvez un peu plus développer? D'abord, je suis content que vous parliez de Jacques-Alain Miller, qui est quelqu'un pour la pensée duquel j'ai beaucoup de considération. L'islamisme, ça peut se vivre à deux niveaux. Ceux qui sont issus d'une culture, on rejoint l'identification nationale, par exemple. Vous pouvez pas faire comme si vous ne veniez pas de quelque part, vous vous révoltez contre, pas de problème, pourquoi pas. Au contraire, il y a un moment où vous dites, mais après tout, je suis arménien, je suis juif, je suis d'origine de culture musulmane, tout ce que vous voulez. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'islamisme choisi, par exemple, par tous ces apprentis terroristes ou terroristes chevronnés qui sont issus d'un milieu catholique ou je ne sais quoi, ou athée, hein, bien entendu, vous avez eu les deux, hein, et qui ont trouvé un sens, alors, on dit un sens à la vie, enfin, en tous les cas, un sens à leur existence. Ça c'est clair. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir plusieurs déclinaisons qui concluent que la solution est religieuse, enfin au sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la société est globalement sécularisée, donc je me construis contre. Voilà, se construire contre, c'est quand même un des modes de construction les plus fréquents que l'on connaisse. D'autre part, le sens que m'apporte sur un plateau la société, on va dire occidentale au sens très large du terme. Quand je dis occidentale, ça comprend les élites occidentalisées de tous les pays du monde. C'est un sens contradictoire, obscur,
excessivement individualiste, tout ça. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ce sens-là. Ben, vous avez plein de raisons et puis alors, bien entendu, vous avez des raisons plus claires encore. Je suis dominé, je suis persécuté, je suis humilié. Très important, l'humiliation. Alors là, là aussi, je suis de quelques historiens qui ont assez tôt dit, non mais attendez, calmez-vous, la domination, c'est une chose. Les sociologues ont toujours ce mot à la bouche, limite. Mais l'humiliation. Vous comprenez rien à un nazi sans l'humiliation. Moi, j'étais un ami personnel de Stéphane Hessel, homme tout à fait honorable, etc. Mais indignez-vous, ça n'a pas de couleur. Je veux dire, vous pouvez avoir une indignation nazie, une indignation gauchiste. Hein. Une fois de plus, c'est la ressource qui compte. Dans tous les cas, l'humiliation, l'indignation, la colère, etc. Tout ça peut se cristalliser, par exemple, dans du religieux. La force du religieux, c'est qu'évidemment, généralement, il s'adosse, alors pour le coup, à une histoire. Il peut dire, mais attendez, moi je laisse passer comme ça les épiphénomènes, mais je suis là, je vous attends, venez chez moi. Donc, on voit très bien comment, dans une société qui se veut moderne, voire post-moderne, ça, je suis de ceux qui pensent que le post-moderne, c'est une notion à travailler de façon sérieuse, eh bien, le religieux a tout à fait sa place. Et je suis, non pas agacé, parce que je m'y attendais, mais je suis un peu ironique devant ceux qui tombent des nues, qui tombent de leur chaise en disant « Ah, c'est pas possible, le religieux est de retour ». Mais non. Alors, sur la religion, justement, vous avez quelque chose qui m'a surpris dans l'un de vos livres, qui n'est pas celui sur le populisme, mais votre petite autobiographie libidinale, si j'ose dire, dans laquelle vous commentez la Sainte Thérèse du Bernin, qui fait la couverture d'un séminaire de Lacan, qui est encore... Oui, tout à fait. Et vous y affirmez que la modernité, justement, vous, sortis des terres catholiques de l'ouest de la France, que la modernité n'est pas celle du Bernin, n'est pas catholique, mais est protestante. Là encore, j'aurais peut-être voulu peut-être un petit développement. Parce que Lacan, évidemment, il faisait un peu du catholicisme la vraie religion, en disant que c'est elle qui est finalement à la fin des temps, mais vous allez un peu dans le sens de Lacan, mais en disant oui, mais les protestants, qui est une variante, enfin une variante qui varie beaucoup. Alors, comme je ne suis pas maître du futur, je ne sais pas comment tout ça se résoudra. Ce que je vois, c'est que la modernité, que j'ai déjà mentionnée à plusieurs reprises au cours de cet entretien, a été très largement conformée par le protestantisme. Alors, c'est dans un autre livre qui n'est pas repris dans ce recueil que je développe ce point, c'est le livre sur la nation. C'est-à-dire que pour moi, la nation s'explique en particulier par des héritages politiques, donc étatiques, et par un grand héritage religieux qui est le protestantisme. Jean Hus permet de comprendre la cristallisation tchèque. Luther est le traducteur en allemand des textes, etc. Enfin, s'il y a aujourd'hui une Finlande, par exemple, c'est parce qu'il y a eu le protestantisme. Sans quoi les Finnois auraient été de vagues dépendants des Suédois, mais il se trouve que les Suédois ont choisi le protestantisme, donc ils ont entraîné leur dominé finnois avec eux, et qu'est-ce qui s'est passé très vite? La traduction de la Bible et de tous les textes sacrés en finnois. C'est pour ça que la seule langue celtique qui est bien résistée, c'est le gallois, parce que les Gallois ont choisi le protestantisme. Et donc, la Bible a été tout de suite en gallois, alors que les Irlandais sont restés, évidemment, sur la Bible en latin, et le gaélique, depuis ce temps-là, a eu toujours beaucoup de mal. Enfin, bref. Donc, il y a une modernité nationale, il y a une modernité individualiste, évidemment. Il y a une modernité économique. Moi, j'adhère aux thèses de Max Weber, qu'on peut discuter dans le détail. Mais enfin, en fond, ce sont les religions qui ont sauvé les langues, là. Et, par exemple, et puis ça veut dire, parce que ça, c'est le coup de génie de Max Weber, quand il analyse les origines protestantes du capitalisme, c'est que, bon, vous vous dites, oh, le capitalisme, d'où vient-il, que peut-il, hein? Et vous cherchez dans l'économie. Vous cherchez, c'est presque incestueux, d'ailleurs, l'économie déterminerait l'économie. Bon. Et puis, vous cherchez dans la technologie, Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Max Weber qui me dit, mais si vous regardiez du côté de la religion, et là, patatras, mais bien entendu, c'est là que se situait le secret. Donc, je crois que les choix religieux, ça vaut pour le choix de l'islam, le choix de l'orthodoxie. Actuellement, avec M. Poutine, par exemple, on redécouvre l'importance de l'orthodoxie. On en était un peu au dialogue au sein des chrétiens entre catholiques et protestants. On avait fini par oublier les orthodoxes. Bref. Donc,
Les cultures religieuses, c'est important. Le Shinto, si vous vous aventurez dans l'aventure japonaise, c'est absolument capital. Le confucianisme, que je ne confonds pas bien sûr avec le bouddhisme, etc., dans le cas de l'aventure chinoise. Bon. Et pour ce qui est de l'Occident, il me paraît évident que le protestantisme est vraiment le grand moteur des changements de ces derniers siècles. Si vous regardez d'ailleurs le mouvement, ça aussi on ne le dit jamais, les mouvements anticolonialistes, anti-esclavagistes pour commencer, en faveur de la parité, homme-femme, ce sont des mouvements qui partent du monde protestant, quand vous recherchez bien, qui partent du monde protestant, qui partent d'Occident, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai encore revérifié récemment en travaillant sur la question juive, sur la question plutôt, la question de la question juive, en d'autres termes, l'histoire de la judéophobie. Il n'y a jamais eu, au temps moderne, une révolte juive qui pouvait faire dire « Ah bah oui, on a compris, on va se calmer, il va y avoir tolérance ». La tolérance est devenue des chrétiens. C'est le regard des goïs qui a changé. Sinon, la dernière révolte juive victorieuse, c'est les Maccabées, donc ça remonte, ça diraient mes enfants, ça fait plus de 20 siècles. Non, c'est en Occident que ça se passe, et très souvent dans les milieux protestants. Donc il y a une modernité protestante. Je n'en tire pas des conclusions d'ailleurs amélioratives sur le protestantisme. Je constate que le protestantisme a correspondu à un moment décisif de l'histoire de l'humanité, en espèce de l'humanité occidentale. La modernité, pour moi, est protestante. Le parlementarisme vient d'Angleterre, etc., etc. Parce que vous prenez la liste, c'est tout à fait impressionnant. Le catholicisme apporte autre chose. D'ailleurs, le catholicisme, j'allais dire, résiste à ça. Et puis vous avez des pays qui sont construits par rapport au protestantisme. Il y a un pays qui s'appelle la Belgique, par exemple, qui s'explique intégralement par la contre-réforme. Qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'ose plus appeler la contre-réforme, mais la réforme catholique. C'est bien pour ça que la Belgique est le pays de l'art baroque, des jésuites, de Hergé, du catholicisme social, la JOC, etc. Bon, ça c'est clair. Donc, vous pouvez vous construire par rapport, bien sûr, par rapport au protestantisme, ça très bien. Mais ça veut dire que l'élément moteur, c'est le protestantisme. Puisque vous construisez par rapport à... Moi, je suis effectivement issu d'un milieu qui était catholique, qui n'était pas ultra catholique, mais qui était fondamentalement catholique, avec un rapport... Parce que tout peut être décliné à partir de ces cultures religieuses. Le rapport à l'économie est complètement, pour moi, déterminé par le religieux. Le rapport à l'esthétique, le rapport même à la culture, bon. Il y a clairement un rapport catholique à la culture, par rapport à un rapport protestant. Alors, qu'en est-il du rapport orthodoxe? Ça, je ne m'aventurerai pas trop, mais je pense que si on travaillait là-dessus, oui. Et l'islam, n'oublions pas que l'islam est d'origine judéo-chrétienne. Donc, il est à la fois assez différent, mais pas complètement étranger. En revanche, quand on s'aventure dans le monde japonais ou le monde chinois, là, oui, on est ailleurs. Et pour faire le lien avec la citation de Lacan, est-ce qu'aujourd'hui, avec, au fond, la dimension comme ça, se signifiant maître, la catastrophe, est-ce que justement, face au manque un peu de sens, d'une certaine façon, au fond, le retour, comme vous dites, au religieux, tomberait un peu à pic, justement, face à aux crises ou aux catastrophes d'aujourd'hui? Alors, la catastrophe, ça me paraît toujours indispensable, quand on fait de l'étymologie. Pour les Grecs, l'étymologie, c'était la science de la vérité, c'est redoutable. C'est que la catastrophe nous vient du théâtre. Hein. Donc c'est une formule du théâtre grec qui signifie qu'il y a eu un retournement qui donne le sens à l'ensemble de, on va dire, la pièce, de la représentation, représentation une fois de plus. Donc je suis assez sensible au terme catastrophe parce que c'est neutre, c'est-à-dire que c'est pas forcément péjoratif, c'est un certain type de situation qui fait que les paramètres sont bouleversés. Voilà. Ça, c'est tout à fait évident. Puis, par rapport à la catastrophe qui est une situation, vous avez la tragédie qui est un sens. Voilà. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. En tous les cas, on ne peut pas faire comme si l'histoire humaine n'était pas rythmée par catastrophe et tragédie. Ça vient peut-être d'ailleurs de mes propres recherches d'historien du dimanche quand j'avais 10-12 ans.
quand je ne me sentais pas encore historien professionnel, quand ça commençait à émerger, mais c'est vrai que j'ai été confronté à des lectures catastrophiques ou catastrophistes, puisque je me suis plongé très tôt dans la chute de l'Empire romain et les premiers âges qui ont suivi. Donc, je ne pouvais pas avoir une vie de long fleuve tranquille, comme ça. C'était haut en couleur, c'était assez arbitraire. Vous aviez des méchants qui étaient plus forts que d'autres, qui l'emportaient sur des bons. Donc ça c'est assez impressionnant. C'est amusant. Récemment, j'ai été amené à écrire une préface à une réédition d'un roman de Cavana, le fameux humoriste de Charlie, etc. Mais Cavana a passé une part croissante de sa vie vers la fin à écrire des romans historiques sur les Mérovingiens et les Carolingiens. Ça paraît étonnant, mais c'est qu'en fait, il était de plus en plus obsédé par la catastrophe, l'hypothèse de la décadence, un vaste problème aussi. Voilà. Il y a comme ça une franc-maçonnerie des catastrophistes tout à fait intéressant. Dans votre livre, il y a tout un fil qui, je trouve, est original sous la plume d'un historien, qui est celui que vous consacrez à l'énergétique. Enfin, ce que j'appelle l'énergétique, à l'énergie. C'est une métaphore qui revient souvent sous votre plume, au moins 3 ou 4 fois sur les 900 pages, où vous parlez de l'énergie, et que ce qui rapproche les extrêmes dans le radicalisme, eh bien, ce n'est pas tant des concepts, ce n'est pas tant des messages, où là, dans le fond, une chatte n'y retrouve pas ses petits, mais ce qui les rassemble, c'est une force, une énergie un peu aveugle. Je me suis dit, moi, que c'était très freudien, dans le fond. C'est la pulsion contre le message. Le cri, c'est le message versus le cri. Oui, mais écoutez, je vous remercie. Et avec la Russie, on a un peu ça, c'est qu'il y a là Poutine est porté par une énergie aveugle qui le consume lui-même, on a l'impression. Je vous remercie d'avoir une plus claire conscience de ce que je dis que moi-même, d'une certaine façon, mais j'adhère complètement à votre traduction. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une tendance en tant qu'historien, donc pas en tant que psychanalyste, mais en tant qu'historien, à considérer que les idéologies renvoyaient à autre chose que les idées. Que les idées, ça sourdait, alors, ce que j'appellerais la société, société composée d'individus qui ne savent pas qu'ils sont des individus, mais qui le sont quand même éminemment, etc. Et cette idée d'énergie, j'y crois beaucoup, en ce qui concerne d'abord l'analyse, en effet, vous avez raison de le rappeler, la radicalité, mais d'autre part, en ce qui concerne les rapports de force au sein d'une société. Alors cette société peut être une société conventionnellement définie comme nationale, ou en tout cas localisée, ou ça peut être une société plurinationale, transnationale, voire un jour mondiale. L'hypothèse qu'on entre dans une époque où la société devient mondiale n'est pas à rejeter comme ça, au motif que beaucoup de gens le disent et que c'est peut-être un peu facile. Je suis quand même assez impressionné, là aussi en tant qu'historien, par la rapidité avec laquelle des groupes sociaux qui n'ont pratiquement aucune origine commune se retrouvent en ce moment à fonctionner de manière harmonique sur un certain nombre de questions, grâce à la technologie de la communication en particulier. Et en effet, cette question de l'énergie que je ne peux pas définir très précisément, il y a quand même une tradition philosophique d'analyse de l'énergie, mais bon, que je ne maîtrise pas. Je pense que ça permet de comprendre comment, en particulier, alors peuvent se produire des choses beaucoup plus concrètes, qui sont les transferts de vote d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, quand même, on est devant une situation qui est beaucoup plus frappante encore qu'avant-guerre. Vous aviez déjà des convergences extrêmes. Quand vous regardez qui était collaborationniste en France en 1940, ce qui a été un de mes premiers travaux, j'avais été quand même frappé de découvrir qu'il y avait une proportion pas négligeable de gens qui venaient entre guillemets de la gauche.
parce qu'on pouvait devenir collaborationniste d'un point de vue de gauche. Bon. Marcel Déat, c'est un homme politique évidemment très oublié, qui a terminé compagnon de route du nazisme, tout ce qu'on voulait. C'est un sociologue. C'est quand même l'héritier de Durkheim en second, c'est l'héritier de Bouglet. Donc c'est l'avenir de la sociologie française qui produit un compagnon de route du nazisme. C'est vertigineux quand on y réfléchit. Bref, cette énergie, elle peut vous amener à faire des choix politiques individuels ou collectifs et puis les deux s'entremêlent, et puis peut-être que c'est même synonyme quelque part, qui serait incompréhensible si on partait du principe que l'agent du politique est un acteur rationnel. Si on a fait intervenir, par exemple, c'est pas exclusif d'autres champs, la dimension émotionnelle, on comprend mieux d'abord le populisme. Cette version religieuse du populisme qui s'appelle l'évangélisme. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, au moment où nous parlons, sans prendre en compte la notion d'évangélisme. Donc, découvrir comme ça, alors la science politique, comme toutes ces sciences humaines et sociales, a été créée par des rationalistes, enfin qui se croyaient rationalistes, qui n'étaient peut-être pas tant que ça quand on les chatouille. Hein. Et donc, évidemment, pour eux, l'acteur de l'histoire est un acteur rationnel. Ah bah oui. Bon, il y aurait beaucoup de choses à revoir là-dessus. Voilà. Par rapport à l'émotion, venons-en donc à cette autre question qu'avec Philippe nous souhaitions vous poser, qui est qu'on aimerait avoir votre analyse sur le phénomène woke de la cancel culture. Parce que lors d'une interview donnée à la revue Mentale dans le numéro 39, Psychologie des masses aujourd'hui, vous évoquiez l'importance pour vous de la périodisation de l'histoire. Je vous cite, de donner du sens au temps qui passe. Le phénomène woke, qui juge le passé à partir du présent et selon une conception linéaire du temps. Ou pour le dire autrement, selon un rejet des notions d'époque ou de périodes différentes de l'histoire, ne va-t-il pas à l'inverse, au fond, de la démarche de l'historien? Je peux déjà vous répondre oui, il va à l'inverse. Alors, il va. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire, bah oui, mais pendant ce temps-là, il continue à aller dans cette direction, qui paraît absurde. Mais pas si absurde que ça, dans la mesure où j'ai toujours dit, si je suis historien, ce n'est pas parce que je m'intéresse, ni même que je travaille, c'est-à-dire que je crois que ça existe, sur le passé, mais sur le temps. Donc déjà, calmons-nous, on travaille sur le temps. Et le temps, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que c'est un flux continu? Vaste problème. En tous les cas, c'est une dynamique, le temps. C'est un mouvement. C'est pas un passé qui serait comme ça figé dans un musée, dans des monuments historiques, monumentum. Alors, c'est très intéressant de voir comment les sociétés ont besoin de figer, en revanche. Elles ont besoin de dire, ah, là, on donne le nom d'un héros à une rue, on crée un cénotaphe. Bon. Donc, ça veut dire qu'on en a besoin, hein, ça, respect. Mais l'historien vient dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais la manière dont vous voyez, par exemple, ce que vous appelez le passé, n'arrête pas de bouger. Et c'est vrai que le mouvement woke, ou quelques noms qu'on lui donne, essaye désespérément, d'une certaine façon, de reconquérir un passé à partir d'un point de vue qui est contemporain, mais qui est aussi, il n'est pas simplement contemporain, donc anachronique, du style, non mais Jefferson, si on honore Jefferson, c'est pas parce qu'il y avait des esclaves, c'est vraiment pas parce qu'il y avait des esclaves, mais parce que par ailleurs, c'est quand même le grand fondateur de la République américaine. Et c'est ça qui compte. Donc c'est de l'anachronisme, d'accord? Mais par ailleurs, c'est également une façon de construire les identités politiques dans dans l'exclusion de l'autre. Enfin, alors que sans arrêt, les sociétés négocient aussi. Hein. Qu'elles soient radicales ou pas, elles passent leur temps à négocier ou d'ailleurs à être dans des contradictions plus ou moins surmontées. Donc, je pense que ce mouvement est un mouvement alors très intéressant pour un historien, bien entendu, intellectuellement fragile. J'ai dit absurde c'est un jugement de valeur là aussi, disons fragile, parce que bien entendu, si on juge par rapport aux critères de notre époque, premier anachronisme. D'autre part, à des critères qui sont réinterprétés
ce qui est autre chose, en fonction de notre époque, ben, il est évident que tout s'effondre. Tout s'effondre. Parce que les sociétés fonctionnent sur une manière, effectivement, de lire le passé dans le sens de leur présent. Mais oui, c'est ni mal ni bien. C'est comme ça. C'est effectivement quelque chose de presque essentiel à toutes les sociétés. La tradition, faut pas l'oublier, c'est une transmission. Donc, c'est à la fois l'idée qu'il y a quand même quelque chose dans ce que la tradition appellera un passé, mais enfin, plutôt dans des fondements qui est toujours vivant parmi nous. Et par ailleurs, comme c'est transmission, c'est une sorte d'infidélité permanente. Et une philosophie, par exemple, que la philosophie woke, ne peut pas comprendre ça. Alors, je laisse de côté une autre dimension, mais il faut quand même la mentionner au passage, c'est que les mouvements populistes, disons de droite radicale, puisque pour moi le populisme est toujours une droite radicale, se nourrissent de la caricature d'une pensée de gauche que représenterait le mouvement woke. Franchement, le Trumpisme américain est nourri par les woke américains, etc., etc. Quand on parle d'histoire et du temps, vous terminez cette dernière phrase de votre livre sur le populisme. C'est même une phrase que vous avez entendue dire à la radio, qui m'avait vraiment marqué. On enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien. C'est saisissant, je trouve ça extrêmement juste. Parce que l'histoire, c'est un savoir. Et dès lors qu'on parle d'énergie, de pulsion, le savoir ne compte plus beaucoup. Dans le fond, la jouissance du moment écraserait le savoir. C'est dans ce sens-là que vous allez, ou comment vous développez ça, vous Alors, votre conclusion ne me déplaît pas, mais... C'est votre conclusion. Voilà. Non, mais la conclusion, votre traduction de ma phrase ne me déplaît pas. Mais ce à quoi je voulais répondre, c'est à cette idée assez répandue parmi les historiens, mais je pense parmi n'importe quelle communauté sachante, de dire, d'abord nous avons un rôle essentiel dans la société, bien entendu, et parce qu'en particulier on peut enseigner la société. Donc je vais prendre dans l'histoire des modèles, je vais vous prouver que, etc. Alors ça c'est une vieille histoire, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, on se sert de l'histoire souvent pour y puiser des modèles. Moi, j'ai beau explorer l'histoire depuis très longtemps. C'est une conviction qui s'est cristallisée peu à peu sous la forme que vous venez de citer, mais bon, je me suis rendu compte que je le pensais sans doute dès mon adolescence. Je suis quand même très sensible à ce qu'on pourrait appeler le tragique. Pour simplifier, pour moi, c'est pas, mais pour moi le tragique, c'est la solution qui est pire que le problème, mais c'est la solution. Voilà, après on se débrouille. Et donc, je ne peux pas dire que ce qui se déroule sous le regard d'un historien soit orienté, soit la réalisation d'un projet initial. Ça, c'est très chrétien. Ça, c'est vraiment, effectivement, c'est très chrétien. Donc, les marxistes sont les plus chrétiens de tous les chrétiens, parce qu'ils savent où est le secret de l'histoire et de l'avenir. Moi, j'ai beau tourner le temps dans tous les sens, je n'en vois pas le début de l'esquisse du commencement d'une preuve de ça. Donc, je pense que l'histoire n'enseigne rien, mais bien entendu, l'enseignement de l'histoire fait partie de ce bruit de fond qui fait que nous avons sans doute besoin tous de nous situer, alors pour le coup, dans une continuité, en disant, bon, voilà, je viens de quelque part, mais ça ne veut pas dire que je viens d'un modèle. Je viens de quelque part et je suis quand même homo sapiens, et donc les homo sapiens qui m'ont précédé peuvent être des compagnons de ma vie quotidienne. C'est tout ce que je leur concède à ces braves gens. Mais certainement pas d'être des modèles, parce que vous avez, à ce moment-là, à peu près toutes les preuves de toutes les idéologies à puiser dans ce qu'on appelle le passé. Et comme pour moi, il n'y a pas de passé, je veux dire,
Bon. En tout cas, la lecture de votre ouvrage, ce côté comme ça que Philippe pointait entre le savoir et ce côté pulsionnel, cette énergie, ça rend quand même à la lecture de votre ouvrage quelque chose de très vivant. Et c'est très important de dire, je ne sais pas si du coup pour les spectateurs c'est saisissant, mais ça n'est pas un livre d'histoire. Ce côté obscur du peuple, c'est un essai. Et il y a vraiment cette dimension vivante, pulsionnelle, qui permet de lire et, je redis comme dans mon introduction, d'interpréter aujourd'hui le présent. Et ça me semble fondamental à la lecture de ces 900 pages. Voilà, de pointer cette dimension-là, et ça a l'air d'ailleurs d'être votre style, le style littéraire que vous avez. Il y a quelque chose dans l'écriture qui passe du côté de ce que Philippe disait, de cette pulsion, de cette énergie, et c'est ce qui fait que, moi je disais ça, votre ouvrage, c'est vraiment, ça a un effet de réveil. Écoutez, je vous remercie. J'ai l'impression que vous avez touché du doigt ce que je rêvais de faire. Bon, voilà. bon, très bien. Merci à tous les deux. Merci à vous, Pascal Horry.